20h sur la télévision Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est dans un instant. Alerte écologique à Dalifort. Le bassin de rétention de la commune sert de déversoir à des produits toxiques et nocifs pour la santé, inquiète les populations qui n'ont pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme en vain, interpelle le chef de l'État. Les pêcheurs saint-louisiens haussent le ton. Ils n'en peuvent plus des contraventions que le gouvernement mauritanien leur impose de payer au motif de recourir à de la pêche illicite. Des abus qu'ils dénoncent à quelques jours de l'ouverture de la saison. Vous les entendrez au cours de cette édition. Affaire Seydina Fall, alias Bogazeli, le ministère de la Justice sort de sa réserve. Selon l'autorité, l'avenir de l'ancien député est entre les mains du magistrat instructeur. Une sortie de l'institution au lendemain d'une grosse polémique autour d'une liberté provisoire douteuse accordée aux mises en cause. Et puis Afrobasket féminin 2021, le Sénégal va rencontrer le Mozambique en quart de finale. Ce sera ce jeudi à 13h. Le vainqueur du match affrontera le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. C'est selon et c'est prévu ce vendredi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons donc avec cette menace écologique qui pèse sur la commune de Dalifort. À quelques encablures des habitations, et bien des produits toxiques et nocifs sont déversés dans le principal bassin de rétention de la commune, ce qui met à rude épreuve la santé des populations qui justement ont saisi les autorités compétentes plusieurs fois en vain. Aujourd'hui, leur cri de cœur, elle l'adresse au chef de l'État, Marcel Farba Maroun et Gervais Yao pour les faits. À l'origine, ce bassin de rétention était destiné à évacuer les eaux de pluie. Mais force est de constater que dans ce quartier de Dalifort, situé à quelques mètres du train express régional, il a augmenté les problèmes plus qu'il n'en a résolu. Car, depuis quelques années, il est donné d'y constater un déversement de produits pétroliers, un véritable danger à ciel ouvert. On ne mange plus, on ne boit plus convenablement. Même lorsqu'on mange, on n'arrive pas à apprécier à cause du bassin. Le bassin est tout noir, depuis qu'il y a du gasoil qui s'y verse. On respire très difficilement. Même mon bébé de 9 mois est malade. Les personnes âgées qui habitent ici ne peuvent plus supporter. On fait donc appel à l'État, particulièrement au président Macky Sall, pour qu'il vienne aider ces populations de Dalifort qui font face à ce bassin. C'est très difficile. On est tous fatigués. Pourtant, un tel phénomène n'aurait dû se produire dans un pays comme le Sénégal qui a, rappelons-le, pris des dispositions dans le domaine environnemental. Plusieurs dispositions du Code de l'environnement, plusieurs dispositions du Code de l'urbanisme, du Code de l'hygiène et du Code de l'assainissement sont enfreints par ce bassin. Cette situation ne peut pas durer parce que non seulement il y a une pollution olfactive, parce que l'odeur d'essence vous agresse directement au niveau des narines sur 100 mètres, mais il y a aussi un risque extrêmement élevé. Et notre pays a un dispositif dans la gestion des risques de catastrophes et des changements climatiques et de l'adaptation des changements climatiques. C'est un dispositif avec plusieurs moyens humains et matériels pour prendre en charge des risques pareils. Nous avons avisé il y a cela 13 jours le gouverneur de Dakar, M. Sall, qui a eu une bonne réaction en faisant venir tous les services concernés. Mais depuis 13 jours, ça dure. Et il faut rappeler qu'il y a 2 ans, il y a eu un incendie du bassin, parce que ça a quitté le bassin pour venir directement sur les rails. Et c'était un incendie qui aujourd'hui caractérisait le tracé du TER. Donc nous ne pouvons pas avoir autant de volts pour faire fonctionner le TER et avoir un bassin où les hydrocarbures flottent. Et à tout moment, ça peut prendre un feu. On ne doit pas attendre une seule seconde quand des cas comme ça se présentent. Si vraiment on s'intéresse aux populations, ce genre de problème doit être vite résolu. Et finalement, si les gens veulent du pétrole, ils n'ont qu'à venir ici au lieu d'aller à la mer. Un tel bassin n'existe nulle part ailleurs au Sénégal. On doit nous aider, car des vies en dépendent. Imaginez, si on allumait le feu. Selon Baké Sek, le même problème est à noter jusque dans le parc forestier de Han. Pointé du doigt, la société africaine de raffinage, la
SAR mène des études pour comprendre où se situe la source d'alimentation de ces hydrocarbures. Selon une source proche de la direction, plusieurs possibilités sont évoquées. Une fuite sur les pipelines, la pollution de la nappe issue d'anciennes fuites ou encore un collier ayant cédé sur d'anciennes réparations issues d'activités criminelles. La SAR attend ainsi l'autorisation de la PIX pour intervenir dans la zone ciblée. À Saint-Louis, les pêcheurs sont remontés contre les autorités mauritaniennes. Malgré un protocole d'accord les autorisant à pêcher en terre morte, eh bien, ces derniers sont astreints de payer des pénalités à chaque fois que le gouvernement mauritanien estime qu'ils se sont livrés à de la pêche illicite. Des accusations pas toujours fondées selon ces pêcheurs qui ont tenu à hausser le ton à quelques jours de l'ouverture de la saison. Ousseynou Diop et Habib Sek. Les pêcheurs de la langue de Barbarie sont très en colère malgré les 12 mois de pêche gratuitement accordés par la Mauritanie. Selon le président Ousmane Sène, les amendes imposées par les autorités mauritaniennes sont très élevées. Nous avons reçu les licences de pêche et c'est pour un an, mais les années passées, les pénalités nous ont coûté beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous demandons au président Macky Sall de faire quelque chose. Nous voulons que ces pénalités soient réduites. Ces experts de la Grande Bleue, habitants de la langue de Barbarie, sont également très remontés contre le ministre de la Pêche. Pour eux, ce dernier a refusé de demander aux autorités mauritaniennes de diminuer les montants des pénalités qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Le ministre de la Pêche ne respecte pas les pêcheurs sénégalais. Il a refusé de parler avec les autorités mauritaniennes pour la réduction du montant des pénalités. Vraiment, ce n'est pas son rôle. Il doit défendre les pêcheurs sénégalais. Les pêcheurs ont aussi demandé aux capitaines des 500 pirogues qui ont bénéficié des licences de pêche de respecter les termes du contrat. Nous invitons tous les responsables des pirogues à respecter les directives des gardes-côtes mauritaniens. Les capitaines doivent redoubler d'efforts. Avec ces nouvelles licences de pêche, les pêcheurs de la langue de Barbarie peuvent pousser au ouf de soulagement. Le seul point noir reste les taxes jugées très élevées. Et pourtant, depuis 5 mois, les embarcations sont au quai. Allez, nous quittons Saint-Louis pour retrouver la banlieue à Tivaouane-Peulh. Elles sont pas moins de 850 familles qui risquent de ne pas entrer en possession de leurs parcelles et pour cause, la coopérative d'habitat à laquelle elles ont souscrit est actuellement en phase de liquidation. Ces familles qui se sentent abusées ont envahi le site aménagé à cet effet pour manifester leur colère et c'était en présence d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samb. Ils ont cotisé des années pour avoir un toit. Ces pères et mères de famille, membres de la coopérative Groupe Nabi de Tivaouane-Peulh, risquent de ne pas réaliser leur rêve. La coopérative est sur le point d'être liquidée, une décision à laquelle ils s'opposent. Ce site-là, 3629R, mais c'est Maître Abdoulaye Wade qui l'a signé, contesté par le Premier ministre à l'époque, Macky Sall, qui est devenu président de la République. Donc, on a acheté à bonne et due forme. À notre grande surprise, après avoir vendu tous les terrains, le groupe Nabi est revenu pour hypothéquer ces mêmes terrains auprès d'une banque. Pour éviter ce qui s'était passé avec les résidents de la cité Tobago, les contestataires interpellent le chef de l'État. Aujourd'hui, tout ce collectif que tu vois, à tous ces coopératifs ou ces résidents qui sont là, en tout cas, nous interpellons directement le chef de l'État pour cette question. Ce qui s'est passé à Ouakam ne va pas se passer ici. La liquidation, c'est ça, parce que quand on donne ça à notre promoteur, et voilà. Donc, lui, il ne fait que venir payer d'abord le groupe Nabi, après, il fera ce qu'il veut. Il peut dire aux gens, je vais vous rembourser. Et que nous, on ne veut pas qu'on nous rembourse notre argent. Nous voulons qu'on nous donne notre terrain. Ouais. Il faut noter que le département de Rufisque est depuis quelques années la zone de prédilection de beaucoup de coopératives d'habitat. Et les ayants droit restent souvent des années avant d'entrer en possession de leurs parcelles. Les conflits fonciers sont souvent à l'origine de ces lenteurs.
Allez, nous quittons le domaine du foncier pour cette fois-ci parler d'éducation. Le CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, s'indigne de l'arrêt du dialogue entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Ses membres l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue hier en marge de leur congrès. Ce congrès, d'ailleurs, 6e du genre, a porté Amidou Diédhiou à la tête de la formation syndicale. Et le tout nouveau secrétaire général s'est engagé à relever les défis pour le bien-être de l'école sénégalaise, compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Amadouba. Sitôt élu secrétaire général du CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, Amidou Diédhiou n'a pas mis de gants pour tenser vertement le gouvernement sur le non-respect du dialogue social. Le dialogue social doit être une culture de tout gouvernant. Je pense d'ailleurs que c'est le gouvernement qui tirerait profit de ce dialogue social. Nous le demandons de retourner à la table parce que sur la table de négociation, il y a énormément de choses à dire. Nous avons d'abord la question du protocole d'accord de 2014 et de 2018. C'est un passif assez lourd. Beaucoup de choses, je veux dire, qui ont été signées, consignées, sur lesquelles nous attendions le gouvernement en termes de réalisation. Mais hélas, que nous avons constaté qu'il y a énormément de difficultés. Face à la presse, le nouveau patron du CELS s'indigne des lenteurs et lourdeurs administratives notées dans la fonction publique. Nous considérons que cette question des lenteurs, qui doit être solutionnée par la dématérialisation, doit être accélérée. Et pour l'accélérer, il faut qu'il y ait une volonté manifeste politique, mais d'accompagner les structures décentralisées, les IEF, les IA, les ministères concernés d'ailleurs doivent être suffisamment équipés. Mais aussi du sort des enseignants qui jusque-là courent derrière leur rappel. Fait le point de l'ardoise que l'État doit aux enseignants de manière générale en termes de rappel de validation, en termes de rappel de reclassement, en termes de rappel d'intégration et que sais-je. Pour nous, c'est une dette qui doit être payée. C'est une dette qui doit être payée, d'autant que l'État l'a reconnu, a fait le point et a pris des engagements. Et ça fait partie d'ailleurs des clauses. Ça fait partie de ce qui frustre. Le CELS, dans une nouvelle dynamique, compte relever les défis de l'école sénégalaise en unité d'action autour du G7. En grève de la faim depuis quelques jours, ça y est, c'est officiel. Eh bien, les enseignants intérimaires ont suspendu leur mot d'ordre, une démarche qui fait suite à la décision du ministère de l'Éducation nationale de placer leur dossier de recrutement sur liste d'attente. Alors, ça ne leur garantit pas une embauche à tout prix, mais c'est quand même une avancée notable dans le processus de recrutement. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Saourou Sen. Il est le secrétaire général du SAEM. C'est par ailleurs médiateur dans cette crise. Il est au micro de Dissa Prera. Dès que j'ai reçu ces informations de leur part, j'ai appelé le ministère. J'ai d'abord appelé le DRH, j'ai appelé le directeur de la formation et j'ai appelé le ministre en question. Et c'est en ce moment que le ministre nous a mis en rapport avec le directeur des ressources humaines pour qu'on puisse trouver une solution. Et c'est à partir de ce moment aussi qu'un rendez-vous a été calé avec la DRH qui conduit les opérations mais dans la dynamique du recrutement des 5000 enseignants. Et lorsque nous avons été voir le DRH, j'étais heureux de constater d'abord que le DRH connaissait la situation de ces agents-là. Parce qu'en étant IF de Canel, il les avait gérés, et en étant IF de Thiaroye aussi, il les avait gérés. Il m'a dit, SG, c'est des enseignants que je connais très bien et ils ont du mérite puisqu'ils ont apporté quelque chose au système. C'est la raison pour laquelle la garantie que je peux prendre, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Et le ministère fera tout ce qui est possible, mais pour que dans le cadre de ce recrutement, parce que quand même quand un recrutement se tient, il y a toujours une liste d'attente. Et très souvent aussi, il y a des gens qui démissionnent pour une raison ou pour une autre. Le DRH dit sur la base de ça, il y a un espoir. Et à chaque fois que de possible, mais je prendrai ces collègues, mais des classes passerelles. Et eux aussi, sur la base de ça, c'est après échange entre eux, ils ont décidé, mais de suspendre. Et hier soir aussi, avant cette conférence de presse, j'ai encore saisi le DRH. Il a réaffirmé son engagement d'être aux côtés de ces agents-là et qu'il fera tout ce qui est de son possible pour qu'au fur et à mesure qu'on puisse les absorber par le système parce qu'ils ont du mérite. Et c'est ça qui a permis à ces collègues-là
de suspendre leur mot d'ordre. Nous restons dans le domaine de l'éducation. Si vous êtes étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sachez qu'il vous reste un peu plus de 3 semaines pour profiter de vos vacances. Initialement prévu le 4 octobre, la rentrée universitaire a été repoussée au 18. Les autorités universitaires entendent ainsi se donner du temps pour mettre en place les nouveaux protocoles sanitaires, mais aussi terminer les travaux dans les campus pédagogiques et sociaux. Toutefois, en attendant le retour en présentiel, la poursuite de certaines activités pédagogiques en ligne est vivement encouragée. Un communiqué de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous l'annonçais en titre, après publication d'une vidéo retraçant le film de son arrestation, l'affaire Seydina Fall, alias Bougazeli, citée dans un trafic de faux billets, objet de multiples spéculations, des spéculations qui ont fait réagir le ministère de la Justice. L'institution a finalement brisé le silence pour se prononcer sur le sort de l'ancien député et selon l'autorité, l'affaire est toujours entre les mains du magistrat instructeur, même si liberté provisoire a été accordée aux concernés. Les détails, c'est avec Mamadou Fall. Le ministère de la Justice fait une mise au point sur l'affaire Seydina Fall Bougazeli. Le présumé est toujours entre les mains du magistrat instructeur, même s'il est en liberté provisoire. Le ministère rappelle qu'il a bénéficié d'une liberté provisoire suite à sa demande, comme le prévoit la procédure. Selon toujours le communiqué du ministère de la Justice, les investigations suivent leur cours à charge ou à décharge, à la fin desquelles la décision sera prise ou non de le traduire devant la juridiction de jugement. Cependant, seul le magistrat instructeur et le procureur de la République détiennent le secret de l'instruction concernant les motifs de placement sous mandat de dépôt et de la mise en liberté provisoire. Le ministère de préciser que toute information et interprétation sur la décision de mise en liberté et sur la suite donnée à l'affaire relève d'une spéculation gratuite. Une réaction du ministère de la Justice suite à la diffusion de la vidéo de Seydina Fall Bougazeli lors de son arrestation, une vidéo vite virale et qui met en cause les déroulements sur les enquêtes concernant le trafic des passeports diplomatiques, conduisant même à l'arrestation de Simon et de Kilifeu. Beaucoup de Sénégalais font aujourd'hui le rapprochement de ces deux cas, des cas qui seront toujours sujets à débattre. La protection des données numériques personnelles, une préoccupation qui a regroupé des experts du digital, mais aussi des chercheurs. L'initiative est de l'Union européenne. Elle survient dans un contexte où on vient de le voir avec l'affaire Seydina Fall alias Bougazeli. Des personnalités sont filmées à leur insu, des procès-verbaux sont diffusés dans les médias. De quoi légitimement et surtout urgemment se pencher. Eh bien, nos reporters ont assisté à la rencontre. Le compte-rendu, il est signé Boudiouf. La publication sur la place publique des procès-verbaux, la diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux, l'histoire de documents administratifs contrefaits et relance le débat sur les données personnelles. Des questions largement évoquées lors de cette rencontre entre experts. Le lien qu'on peut faire, c'est qu'il y a, c'est vrai, une dimension données privées, données personnelles, mais il y a également un lien avec les données qui sont des données plutôt à caractère public. L'un dans l'autre, il est important que toutes ces informations-là qui sont détenues par l'État soient des informations qui soient bien conservées, qui soient bien protégées, que leur divulgation également soit contrôlée pour qu'il n'y ait pas d'incidence de façon générale sur la sécurité global, mais qu'il n'y ait pas d'incidence aussi sur la liberté des individus. Je pense qu'à ces deux niveaux-là, il faut faire attention. La protection des données personnelles au Sénégal, une question d'actualité dans une société numérique où de nombreuses informations sont collectées tous les jours. Ne confondent pas la vie privée avec les données à caractère personnel. On est dans une ère numérique, on vit de plus en plus digitalement, donc ce qui fait qu'il y a un focus qui est mis sur la protection des données à caractère personnel. C'est très important, c'est très bien, surtout pour cette jeunesse-là. Il y a des éléments qui touchent à la vie privée qui sont mis en cause au Sénégal. La dépendance croissante aux outils numériques et l'augmentation des échanges d'informations attire l'attention de la délégation de l'Union européenne. Nous avons voulu, parce que nous souhaitons engager la jeunesse dans toutes nos activités et nos réflexions, organiser cette séance particulière
à l'UVS dédié à la jeunesse pour un échange sur les grandes questions qui se posent à l'égard de nos droits, de la protection de nos droits, de nos données personnelles, de notre vie privée, dans une vie qui est de plus en plus numérique. Dans un contexte lié à la digitalisation, ces experts sont conscients de l'importance de la formation par rapport aux enjeux liés au partage des données en ligne. Et nous restons dans le domaine des statistiques pour parler cette fois-ci de notre capitale Dakar qui a abrité ce mercredi un atelier sur la production et la gestion des données, cette fois-ci migratoires, organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA. La rencontre qui a regroupé des experts du Sénégal, du Mali, mais aussi de la Côte d'Ivoire, vise à élaborer des statistiques migratoires fiables pour un meilleur suivi de la mobilité entre les États. Sarah Boukri est chargée de ce programme à la CEA. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatou Bintou Konté et Amadouba. Le programme vise à renforcer les capacités des États membres, à mettre en place les recommandations et les objectifs et les différents objectifs précités. Nous traitons de deux thématiques principales, toujours concernant la migration. Il s'agit de la thématique des statistiques migratoires. Nous voulons aider les pays à avoir un système de collecte de statistiques migratoires qui leur permet d'avoir des données de qualité, des données probantes qui permettent la mise en place d'une politique migratoire éclairée. La deuxième thématique de ce programme est la reconnaissance des compétences des migrants en Afrique. Donc nous parlons toujours de la migration intra-africaine. Donc nous soutenons les pays à mettre en place des dispositifs pour améliorer la reconnaissance des compétences et des qualifications des travailleurs africains. Tout cela pour permettre une meilleure intégration des migrants en Afrique et leur permettre aussi d'être de véritables acteurs dans le développement de leur pays d'accueil. Grogne à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Le personnel soignant affecté au sein du centre de traitement des épidémies réclame 5 mois de salaire en plus des primes de motivation. Ces revendications ont d'ailleurs fait l'objet d'un sit-in ce matin. Et nous écoutons Pam Mondiaï, le secrétaire général du SUTSAS. Il est au micro de nos reporters Charanta Diop et Saïla Tire. On est devant l'entrée des malades du CT, le centre de traitement épidémiologique. Et les travailleurs sont aujourd'hui ici pour manifester. Et le pourquoi, le slogan de tout à l'heure l'a donné. Ce cri de colère, ce cri de désespoir. Payez-nous, payez-nous. Donc il s'agit d'un cumul de 5 mois de salaire que l'État nous doit. Alors que depuis, les gens sont là côtoyant la mort. Ils sont là, ils se sacrifient. Beaucoup d'entre nous ont fait 2 à 3 épisodes de Covid. Nos familles ont été infectées. Et voilà ce que l'État nous livre. On est maltraité. C'est ça. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Parce que paradoxalement, on ne peut pas comprendre qu'au niveau du ministère, ils sont en train de sortir pour faire le bilan, dire que la 3e vague est terminée, etc. Ils s'en glorifient. Alors que les acteurs qui sont là, ceux qui sont sacrifiés, ont été laissés en rade. Parmi nous, il y a des gens, certes, qui, pour eux, ça représente une motivation parce qu'ils sont des agents de l'État ou de l'hôpital. Mais il y a un grand nombre qui ont été engagés, qui ne comptent que sur ça. Donc, pour eux, ça signifie un salaire. Donc, ils doivent respecter leur engagement. C'est notre dû. On ne demande pas de la charité. Après le Magal, on va passer à la vitesse supérieure, c'est clair. Nous restons à Thiès pour parler politique cette fois-ci. Pour sa candidature à la mairie de Thiès-Nord, les jeunes, les femmes et les personnes du 3e âge de l'APR plébiscite Habib Niang, ils disent miser sur sa candidature pour justement changer le visage de Thiès et le compte-rendu de son investiture est toujours signé Cheikh Anta Diop. Habib Niang de l'Alliance pour la République investi candidat à la mairie de Thiès-Nord lors d'un meeting. C'est une demande pressante de la population de la zone nord. Je veux dire la candidature du président Habib Niang. Parce qu'il est tenu de respecter la discipline de parti qu'est la paire.
Mais nous sommes les jeunes du président Habib Niang. Des jeunes, des femmes et des imams, membres de l'APR, se sont mobilisés dans un stade archi-comble pour soutenir Habib Niang. Face au public, les jeunes et les femmes ont déclaré « Habib ou rien ». Thiès a besoin d'un maire qui comprend sa mission, à en croire ces jeunes. Monsieur le Président de la République, nous, jeunes de la population et femmes, mais aussi adultes, donnons main pour une seule chose, l'élection de notre si cher président Habib Niang à la mairie de la zone nord. C'est pourquoi nous disons Habib Niang ou rien du tout. Monsieur le Président, on respecte tous les candidats qui sont à la zone nord. Mais personne n'arrive à la cheville du président Habib Niang. Pour les prochaines élections locales, beaucoup de candidats se sont signalés à Thiès Nord et la bataille risque d'être rude. Et de la politique, nous passons à l'agriculture avec la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal qui vient de bénéficier de sa dotation en engrais, plus de 50 tonnes venant de l'État en guise de soutien pour aider ces femmes à optimiser leur moisson. Le geste est apprécié à sa juste valeur par la présidente de la Fédération. Toutefois, elle tient à préciser que cette aide est arrivée un peu sur le tard, l'hivernage touchant quasiment à sa fin. Et c'est un reportage signé par Mbaye Diao. Cette dotation est jugée tardive. La plupart des paysans avaient déjà contracté des dettes pour se procurer de l'engrais auprès des commerçants. Mais c'est un ouf de soulagement que je pousse aujourd'hui. Parce que cet engrais-là que j'ai reçu aujourd'hui, qui est d'une quantité de 50 tonnes, vraiment, peut-être que c'est peu pour la fédération, mais ça nous arrange. Parce que les paysannes, les femmes paysannes, leurs maris et les membres de la fédération avaient emprunté chez des commerçants de l'engrais pour les mettre dans leurs champs. Aujourd'hui, si cet engrais-là arrive, nous allons payer cette dette-là. 302 000 membres de la fédération vont se partager les 50 tonnes d'engrais. La présidente trouve cette dotation insuffisante. Ça regroupe 302 000 membres répartis dans toutes les régions, les villages les plus reculés et les départements du Sénégal. C'est trop insuffisant même. C'est pour cela la raison pour laquelle je demande à l'État de nous venir en renfort. Vraiment, il faut que l'État nous renforce. Parce que nous travaillons avec l'État. Notre seul partenaire, c'est l'État du Sénégal. La Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal réclame les assises du foncier pour non seulement régler les nombreux litiges, mais surtout pour permettre aux femmes d'avoir un accès facile à la terre. L'actualité sportive nationale est hors de chez nous. Avant de clore cette édition, le Sénégal affronte le Mozambique en quart de finale de l'Afrobasket féminin 2021. Ce jeudi, l'attaquant international sénégalais Mbaye Niang qui rejoint les Girondins de Bordeaux en Ligue 1 et puis retour au football local avec Djambar de Sali qui rejoint le Casa Sport en finale de la Coupe du Sénégal. Et le menu de toute l'actualité sportive est toujours signé Cher Sadibou Diarra. Football pour démarrer. L'affiche de la finale de la Coupe du Sénégal va opposer le Casa Sport à Djambar de Sali. Le dernier club cité a composté son billet cet après-midi en venant à bout de l'AS Pikine 3-1 en demi-finale jouée au stade Fodé Wade de Sali. La date de la finale de la Coupe du Sénégal n'est pas encore retenue. L'ASC Jaraaf, auteur d'une saison blanche, perd pour sa part un de ses leaders. L'attaquant Pape Youssou Paye rejoint Al-Shabaab, un club qui évolue dans le championnat du Koweït. Il quitte pour la première fois le football sénégalais à 25 ans. Pendant ce temps, Mbaye Niang va découvrir le 7e club de sa carrière à seulement 26 ans. Mis au banc à Rennes, l'attaquant international sénégalais rejoint Bordeaux comme joker pour relancer sa carrière. En parlant de relance, le CNG de lutte compte redynamiser la lutte olympique au Sénégal d'après le vice-président du CNG, Meïssa Ndiaye, dans les colonnes du quotidien à Rennes. Il envisage de créer des écuries de la discipline pour faire de la détection en vue des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar. Dans ce sens, une nouvelle salle va ouvrir à l'arène nationale, s'ajoutant à celle à Thiès. Des tournois régionaux puis un national vont être aussi organisés dans le cadre de la relance. Passons au basketball pour terminer. Le Sénégal connaît son adversaire en quart de finale de l'Afrobasket féminin 2021. Il s'agit du Mozambique qui a pris le meilleur sur le Kenya 72-50. Mozambicaine et Lyon du Sénégal s'affrontent ce jeudi à partir de 13h. Les vainqueurs vont rencontrer en demi-finale vendredi prochain à 19h les vainqueurs du duel entre les Nigérianes et les Ivoiriennes.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, la suite, naturellement, c'est à Touba ou la télévision Futur Média. Je ne dirais même pas la télévision Futur Média, mais le groupe Futur Média s'est mobilisé pour vous faire vivre les temps forts de ce Magal. Restez connectés sur la TFM. Et puis, je vous dis à demain, mais restez connectés quand même avec Fatidien.